C'est l'avant-dernière émission ce soir, déjà, d'une semaine sur Nietzsche, le grand, l'immense, le très léger Nietzsche. Après Jean-Pierre Fay, Céline Denat, Emmanuel Salanskis, c'est Dorian Astor qui vient ce soir nous parler de Nietzsche et la musique. Une émission en différé aujourd'hui, enregistrée le 27 juin en fin de journée dans le studio 117 de la Maison de Radio France. Georges Claes est à ma droite, avec part de la bien et mal dans les mains. Céline Denat se remet de l'émission d'avant-hier, confortablement assise, un verre à la main. À ma gauche, Marion Richer prend des notes et Dorian Astor attend en souriant les questions qu'on lui a préparées. Bonjour Dorian Astor. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture. De la cire dans les oreilles, c'était là jadis presque la condition préalable au fait de philosopher. Un authentique philosophe n'avait plus d'oreilles pour la vie, pour autant que la vie est musique, il niait la musique de la vie. Et c'est une très vieille superstition de philosophe que de tenir toute musique pour musique de sirène. C'est Nietzsche qui dit ça dans Le Gai Savoir. Est-ce qu'on peut considérer d'abord qu'il a raison et que la philosophie traditionnellement tient la musique pour une musique de sirène, et deuxièmement que Nietzsche, lui, prend le contre-pied de cette tradition qu'il stigmatise? Absolument. La cire dans les oreilles, au fond, c'est le préalable à tout idéalisme. C'est une manière de ne pas entendre précisément ces sirènes qui ne sont rien d'autre que le chant de la vie elle-même. Et tout philosophe qui voudra parler d'un point de vue supérieur à la vie elle-même devra bien se boucher les oreilles pour entendre cette rumeur, ce chant de la vie elle-même. Qu'est-ce que Nietzsche dirait de la position d'Ulysse dans son bateau, qui veut entendre le chant des sirènes et pour autant s'empêcher de répondre à leurs demandes? Alors Nietzsche se méfie beaucoup de la malice d'Ulysse, le plus souvent. En même temps, Nietzsche aura bien dû résister aux sirènes de Wagner. Donc tout dépend de la valeur, on y reviendra sans doute abondamment, mais de la valeur physiologique et morale d'une musique. Alors, la valeur physiologique et morale d'une musique est essentielle chez Nietzsche. Vous l'avez dit, Nietzsche, au moment de la naissance de la tragédie, il a 25 ans. Et wagnérien en diable. Il vénère Wagner. Et puis il l'énervera ensuite. Et puis il s'en détachera, notamment quand il écrira son fameux Contre Wagner. C'est le même individu qui, sans avoir le sentiment de se contredire, peut dire de Wagner qu'il est le plus grand génie de tous les temps, puis le traiter ensuite de bouffon, de pitre. Absolument. L'aventure, l'histoire de Nietzsche avec Wagner accompagne et sert en quelque sorte de parabole à toute l'évolution de la philosophie de Nietzsche. Il s'agit moins de contradictions dans les propos de Nietzsche et dans l'expérience très douloureuse de Nietzsche vis-à-vis de Wagner, moins de contradictions que de lutte contre soi-même. Nietzsche recherche la polémique au sens le plus fort, il cherche la guerre, le conflit et avant tout avec lui-même. Et Wagner, au fond, s'il a été un ami, s'ils ont dû se séparer l'un de l'autre, Wagner est avant tout une fonction, une expérience, un processus chez Nietzsche. Nietzsche dit « Wagner a été une de mes maladies ». Donc, se confronter à Wagner, admirer Wagner, se confronter à Wagner et le rejeter avec une grande violence et beaucoup d'humour, il faut le rappeler, dans le cas Wagner en particulier, eh bien, c'est travailler contre soi, c'est-à-dire philosopher. C'est-à-dire penser contre soi-même, ce qui, pour Nietzsche, est davantage le propre du philosophe que de celui qui pense par lui-même. Absolument. Penser contre soi-même, simplement parce que nous sommes plusieurs. Le prélude de Tristan et Isolde, ça va être une des plus grandes fascinations de Nietzsche. Lorsque Nietzsche aura rompu avec Wagner pour des motifs plus philosophiques que personnels encore, eh bien Tristan restera
toujours l'objet d'une fascination et d'une admiration infinie. De manière générale, il est frappant de voir dans les derniers textes de Nietzsche, le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner date vraiment de la dernière période, fin de l'année 1888. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé la période turinoise de Nietzsche. Absolument. Et période italienne s'il en est, où Nietzsche va vraiment défendre, parmi d'autres compositeurs, mais vraiment défendre Bizet, oui. Et période où il défend aussi la musique italienne, Rossini, hein, l'animalité rossinienne ou la forte race de Handel, qui est un compositeur italien malgré ses origines allemandes et sa naturalisation anglaise. Nietzsche, en tout cas dans ses derniers textes, même cette dernière année, de sa vie consciente, disons, gardera toujours énormément d'admiration pour Wagner, tout en le critiquant de la manière la plus violente. Et pour moi, Tristan est typique de cet amour malheureux, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut se séparer de quelqu'un et l'aimer toujours. Dorian Astor est avec nous aujourd'hui pour parler de Nietzsche et la musique, ou de la musique selon Nietzsche, ou Nietzsche selon la musique. On ne sait pas dans quel sens ça va. Partagez-vous, Dorian Astor, l'idée que chez Nietzsche, c'est Clément Rosset qui le dit dans un texte remarquable qui s'appelle La force majeure, des notes sur Nietzsche. Il dit ceci: la musique est ce qui occupe tous les centres nerveux de la philosophie de Nietzsche, chez qui elle remplace exactement tout ce qui, dans tel ou tel autre système, est appelé à faire office de principe ou de fondement. Oui, absolument. Il y a déjà, je pense, un certain nombre de considérations biographiques qui vont placer la musique au centre des préoccupations de Nietzsche. C'est-à-dire que Nietzsche, on l'oublie quelquefois, est un autodidacte en philosophie. Il a une formation d'abord de théologien qui ne dure pas longtemps et surtout évidemment de philologue. Et il se trouve que si Nietzsche va tirer le plus grand bénéfice de sa formation philologique, ses intérêts vont ailleurs et vont autant dans sa jeunesse à la philosophie qu'à la musique. Et Nietzsche aura rêvé, jusqu'à ce qu'il soit très vertement rabroué par les professionnels, Wagner y compris, et qui restera courtois, mais qui lui fera comprendre qu'il fait mieux de faire de la philosophie que de la musique. Nietzsche a toujours rêvé d'être compositeur. C'était un grand improvisateur. Il jouait très bien du piano et il s'était essayé à un certain nombre de compositions qui ont été publiées, œuvres essentiellement posthumes, rien n'a été publié de son vivant. Et le travail de la musique, sur la musique, est un travail qui est absolument consubstantiel à son entrée en philosophie, avec la même nécessité, avec le même caractère au fond d'autodidacte. Et la musique va servir très très vite à Nietzsche à former ses premiers concepts. Il ne faut pas oublier que la lecture décisive pour Nietzsche, ce sera Schopenhauer, et que Schopenhauer est un des rares philosophes. Au nom de compositeur. Schopenhauer a un nom de compositeur. Vous ne trouvez pas, Dorian Astor? Oui, absolument. Une grande musicalité de ce Schopenhauer. Schopenhauer n'aimait que l'opéra italien. D'ailleurs, c'est assez drôle. Wagner a envoyé une fois sa musique à Schopenhauer, alors que Wagner, nous y reviendrons, a été absolument bouleversé par la rencontre de l'œuvre de Schopenhauer. Et Schopenhauer lui a dit: vos poèmes sont très bien, mais vous ne devriez pas écrire de musique. Schopenhauer était très dur. En tout cas, pour Nietzsche... Intéressant d'avoir ce débat entre les deux pères spirituels de Nietzsche, oui, auquel il a coupé la tête successivement. Oui, absolument. Il a bien fallu s'affranchir. Et en fait, la musique est entrée pour Nietzsche en philosophie, dans sa philosophie, par l'intermédiaire de Schopenhauer, puisque Schopenhauer était sans doute le seul philosophe à donner à la musique une importance métaphysique, quasi métaphysique, puisque pour lui, c'était le seul art qui se rapproche au plus près de la chose en soi, c'est-à-dire du monde comme volonté. Et c'est à partir de cet axe-là, qui va être très très important pour Nietzsche, même s'il va en faire tout autre chose, c'est à partir de cette articulation entre la musique et la volonté que Nietzsche va pouvoir développer ses premières théories à la fois philosophiques, esthétiques, et qui culmineront dans cette
dans cette œuvre foisonnante, encore un peu lourde, de la naissance de la tragédie. 6 jours et 5 nuits, c'est le temps mis par Nietzsche de son propre aveu pour lire Le Monde comme volonté, comme représentation, dont il avait repéré la couverture rouge sur la devanture d'une librairie à Leipzig. Il s'est jeté dedans à ce moment-là, à corps perdu, c'est l'expression qu'il emploie pour en parler. Et effectivement, son rapport à Schopenhauer sera teinté ensuite d'une autre déception. Il reprochera à Schopenhauer d'être resté, comme il le dit, théiste et finalement chrétien. Nietzsche a dit « Sans la musique, la vie serait une erreur », qui est une phrase qu'on connaît et dont on oublie d'ailleurs qu'il en est bien souvent l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie serait une erreur, pour un philosophe dont toute la pensée se résume finalement à une approbation de la vie, sous toutes ses formes? Absolument, justement, sans la musique, la vie serait une erreur, c'est-à-dire que la musique, au plus haut point, affirme la vie. Alors, sous quelles conditions? Ça ne sera pas sous n'importe quelle condition, dans la mesure où il finira par comprendre que la musique de Wagner, par exemple, n'affirme pas la vie, mais affirme son épuisement, sa fatigue, sa volonté d'en finir. En tout cas, c'est ce que nous disions au tout début, se mettre de la cire dans les oreilles pour ne pas entendre la musique du monde, d'une certaine manière, pour ne pas entendre la musique... Il faut bien comprendre que le chant des sirènes, c'est le chant du réel, en fait. Absolument. Pour Nietzsche, c'est pas l'illusion. C'est pas un chant illusoire, précisément. C'est le chant du réel qui est insupportable aux philosophes. Absolument. Et au fond, Nietzsche va articuler et distinguer la notion d'erreur qui n'est au fond, la plupart du temps, pas son problème. Son problème, c'est la question plutôt du mensonge. Le mensonge, par exemple, ce serait de vouloir éradiquer l'erreur. Oui, de penser que simplement... que la vérité viendrait dissiper toute forme d'ombre ou d'obscurité. Oui, c'est-à-dire que pouvoir reconnaître une erreur, c'est pouvoir reconnaître qu'une vérité est déjà disposée là avant d'avoir été construite, expression simplement de la vie de celui qui pense. Sans la musique, la vie serait une erreur, ce serait sans doute une vie idéaliste, c'est-à-dire une vie mensongère. Et Nietzsche va glorifier la puissance d'illusion, de mensonge, essentiellement d'apparence, shine. Il va préférer au terme de phénomène, parce que, justement, pour se démarquer de Schopenhauer, pour qui il y a le monde en soi et le monde comme phénomène, le monde comme représentation. Et Schopenhauer reste métaphysique, en somme. Absolument. Il continue de scinder le monde entre le monde comme volonté, comme représentation, ou bien le monde en soi et le monde phénoménal. Absolument. Et Nietzsche va essayer de penser l'ensemble du donné comme apparence, c'est-à-dire simplement mise en forme, force plastique de création, et de destruction. Et c'est ce à quoi vont lui servir ces deux concepts initiaux, ou ces deux personnages conceptuels, comme dirait Deleuze dans La naissance de la tragédie, Apollon et Dionysos. On oublie d'ailleurs trop souvent que la naissance de la tragédie, c'est la naissance de la tragédie enfantée par l'esprit de la musique. Aus dem Geist der Musik, absolument. Absolument, ouais. Donc c'est quand même le sous-titre de la naissance de la tragédie, ou le titre complet, c'est la naissance de la tragédie enfantée par l'esprit de la musique. Restons un instant quand même sur ce rapport qu'a Nietzsche avec l'apparence, juste pour dire qu'il ne s'agit pas aux yeux de Nietzsche, et aux yeux de son lecteur d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, en somme. Ça n'est pas là le caprice d'un esprit qui déciderait de s'attarder sur les apparences au détriment de l'essentiel, ou bien de considérer qu'il n'y a pas d'essentiel. Il n'y a que des apparences, comme on choisirait un fruit plutôt qu'un autre, ou une doctrine plutôt qu'une autre. L'idée nietzschéenne est de montrer que sous les apparences, il y a peut-être quelque chose, mais si on fait surgir ce quelque chose qui est sous les apparences, on le fait apparaître. De sorte qu'on ne peut pas sortir de l'apparence, puisque faire sortir ce que cachent les apparences, c'est en faire une apparence. C'est-à-dire que apparaître, c'est simplement faire événement. C'est en ce sens que pour Nietzsche, la vie est création, et c'est pour cette raison que l'art aura une si grande importance dans la philosophie de Nietzsche. C'est-à-dire que l'art nous montre au plus haut point comment des formes apparaissent, comment le monde s'informe, prend forme, suivant des procédés extrêmement plastiques, extrêmement souples. L'œuvre d'art et l'artiste vont être le modèle d'une pensée essentiellement immanente, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière ce concret, si ce n'est cette force
plastique qui est à elle-même sa propre fin. Qui est elle-même sa propre fin, oui. Ouais. En somme, il y aurait pour Nietzsche un risque, ce serait de faire servir la musique une autre fin que la sienne, de la mettre au service d'une autre fin que la sienne, à la façon dont Hegel, d'ailleurs, pouvait faire de l'art l'auxiliaire d'un déploiement de l'esprit. On a vu ce que Nietzsche pensait de Schopenhauer, de Wagner, ce qu'il leur doit et également comment il s'en est séparé. Il y a une autre victime, peut-être une victime plus périphérique dans l'œuvre de Nietzsche, mais enfin elle est là quand même, c'est Beethoven. Est-ce qu'on peut considérer que le reproche que fait Nietzsche à Beethoven est en somme une critique de l'intelligence ou d'une musique qui serait au service de l'intelligence? Je vous propose, Dorian Astor, avant de vous entendre sur ce sujet, qu'on écoute Nietzsche lui-même, c'est-à-dire Georges Claes, au paragraphe 245 de Par-delà bien et mal. Le bon vieux temps est passé. En Mozart, il a fait entendre son dernier chant. Estimons-nous heureux de ce que son rococo nous parle encore, de ce que son bon ton, sa passion délicate, son plaisir d'enfant aux chinoiseries et aux fioritures, sa politesse qui part du cœur, son goût de la grâce, de la tendresse et de la danse, sa sensibilité proche des larmes, sa foi dans le Sud, touchent encore quelque chose en nous. Hélas, un jour ou l'autre, cela aussi prendra fin. Mais qui peut douter qu'auparavant, nous aurons cessé de comprendre et de goûter Beethoven, qui ne fut que la dernière expression d'une rupture et d'une transition dans le style musical, et non pas, comme Mozart, l'ultime expression d'un goût européen qui avait régné avec grandeur durant des siècles. Beethoven est le produit hybride d'une vieille âme agonisante qui n'en finit pas de mourir, et d'une âme à venir, et très jeune, qui n'en finit pas de naître. Sa musique baigne dans le clair-obscur d'un deuil éternel et d'une éternelle espérance qui déploie ses ailes. La lumière même qui baigna l'Europe lorsqu'elle rêva avec Rousseau, dansa avec la Révolution autour de l'arbre de la liberté et, pour finir, adora presque Napoléon. Beethoven est la victime de Nietzsche dans ce texte prodigieux qui est avant tout une critique de la culture et de l'histoire du XIXe siècle. Le XIXe siècle sera quand même la grande cible, le XIXe siècle européen, la modernité, qui sera quand même la grande cible de Nietzsche. Ce que vise Nietzsche à travers Beethoven, c'est le romantisme. Et au fond, sa participation au nihilisme européen, à la décadence. Il faut être juste et voir que, dans le cas Wagner, Nietzsche va réhabiliter Beethoven et va le mettre plutôt du côté de Mozart, justement. Ça apparaît à un moment où il explique que Wagner est un très grand homme de théâtre et un très mauvais musicien. Et il reprend les paroles, il reprend assez perfidement les paroles de Wagner lui-même qui disait je suis plus qu'un musicien. Oui, sans aucun doute. Et Nietzsche dit cette parole pour tout autre musicien serait absurde. Mozart, Beethoven ne cesserait de dire je ne suis qu'un musicien. Et Nietzsche Nietzsche explique que Mozart et Beethoven encore sont des compositeurs de musique pure, c'est-à-dire où la musique a en elle-même sa propre force d'expression. Mozart fut-il un très grand dramaturge. Ce que Nietzsche reproche à Wagner, c'est de faire au fond du théâtre, c'est-à-dire d'être dans un art mensonger. Il a des attaques très virulentes contre le théâtre dans beaucoup de ses textes. Il parle de l'histrionisme de Wagner. Et Wagner, au fond, va faire beaucoup de bruit pour rien, à partir d'intrigues mal ficelées et qui n'ont pour but que de mettre sur scène des personnages hystériques et malades. C'est ce qu'il dira. Hystérique et malade. Historique, hystérique et malade. Et donc, pour finir sur Beethoven, il faut rendre justice à Nietzsche de ne pas avoir fait que critiquer Beethoven. Il faut se souvenir aussi que Nietzsche, assistant en 1876 à l'ouverture du festival de Bayreuth, a été extrêmement déçu, on y reviendra peut-être par la mascarade de ce festival, mais il a été ému aux larmes par le concert inaugural de tout festival Bayreuth, aujourd'hui encore, qui commence par la 9e symphonie de Beethoven.
Alors, dans le cas Wagner dont vous avez parlé, Dorian Astor, Nietzsche définit l'effet musical comme un pouvoir de dire oui au monde, ce qui est l'alpha et l'oméga de sa pensée. On ne peut pas résumer cette pensée, mais peut-être par scintillement ou par étincelle, le pouvoir de dire oui au monde, l'aptitude à bénir la vie sous toutes ses formes, renvoie peut-être, et je ne sais pas ce que vous en pensez, à la fin du Gai Savoir, dans lequel Nietzsche parle d'une musique assez joyeuse, assez gaie, pour ne pas chasser nos idées noires. Oui, c'est très juste. C'est très difficile, évidemment, de résumer ou d'expliquer rapidement ce que c'est que cette grande affirmation, qui sera vraisemblablement une double affirmation. Mais en tout cas, l'affirmation, le grand oui que Nietzsche Est-ce que recherche. Mozart est justiciable de ce grand oui à ses yeux? Oui. Oui, oui. En fait, dans le même passage que j'évoquais tout à l'heure, Nietzsche dit que Wagner reproche à Mozart d'avoir voulu égayer la vie. Voilà, et que pour Wagner, évidemment, c'est un grand défaut de vouloir égayer la vie. Alors que la joie, en un sens que je qualifierais de spinoziste, même si Nietzsche est très injuste avec Spinoza, il lui doit beaucoup. Il le traite de charlatan Oui, phtisique, oui, mais oui, en vérité, absolument. il le bénit, mais bon, allons-y. Ah, oui, absolument. Et je pense que l'assimilation de l'affirmation de la vie, de la puissance, c'est-à-dire de la capacité qu'une puissance a à s'effectuer, et la joie, ces notions-là sont absolument complémentaires et connexes. Donc la musique affirme la vie pour autant qu'elle développe la joie, la vie, la grande santé en réalité. Donc toute musique n'est pas également bonne, et c'est pour ça que Nietzsche sera très dur avec Wagner, sera très dur avec Schumann, avec Brahms, et qu'il sera extrêmement favorable à Bizet, à Rossini et Handel, parce que comme dans tous les autres phénomènes de la vie culturelle, il va proposer un diagnostic. Est-ce que ce phénomène culturel accroît ma puissance, me rend plus sain ou me rend plus malade? Tout le monde est radieux dans le studio 117 de la Maison de Radio France dès qu'on écoute quelques mesures de Mozart. Évidemment, ici, le diagnostic est évident. Il s'agit de nous rendre plus sains, ou en tout cas plus capables de nos propres maladies. Vous avez parlé de la joie, Dorian Astor, tout à l'heure. Restons un instant là-dessus. La joie est à comprendre en son sens plein. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, une musique assez gaie pour ne pas chasser nos idées noires. La joie, c'est l'aptitude à endurer la tristesse plus qu'à la suspendre, ce qui serait davantage le rôle du bonheur d'ailleurs. Absolument. La question traditionnelle de la philosophie, la question du bonheur n'intéresse pas Nietzsche. Et lorsqu'il parle de joie, il parle généralement de joie tragique. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation de la joie à la puissance. Et une vie qui ne se retourne pas contre elle-même, qui ne veut pas sa fin, mais qui est capable d'affirmer toutes les résistances qu'elle rencontre, y compris et peut-être surtout dans la souffrance, eh bien tout cela est joie. Et c'est aussi pour cette raison Ce qui permet de comprendre, pardonnez-moi au passage, pourquoi la joie est indépendante des circonstances. Bien sûr. En réalité, c'est une éthique. C'est-à-dire que c'est la manière dont on est capable de recevoir ce qui ne dépend pas de nous. Comment on peut non seulement en juger, c'est-à-dire ne pas condamner la vie, ça ce sera une grande préoccupation de Nietzsche. Il sera le grand contempteur de ces condamnations de la vie. La vie est coupable, ça ce sera un grand travail chez Nietzsche, de dénoncer les condamnations de la vie. La souffrance peut être joyeuse, et elle a été de toute façon
dans sa vie, chaque période de grande souffrance a été l'occasion de plus de créativité, de plus de force, de plus de caractère belliqueux. À aucun moment Nietzsche ne dit je suis heureux, je suis content, je vais bien. Nietzsche dit je suis fort, je travaille, je comprends plus, je prends plus de risques, je me bats plus, j'ai plus d'ennemis. Voilà. Et Wagner entrera dans cette guerre-là, qui est une guerre pour la vie. Allons avec vous, Dorian Astor, vers celui que Nietzsche, je ne sais pas si c'est celui qu'il aime le plus, mais en tout cas peut-être celui qui le met le plus en joie, c'est Bizet. Et c'est la musique de Bizet, où la joie musicale et les douleurs de la vie sont effectivement simultanées. On pense ici à Carmen. Voici ce qu'il dit de la musique de Bizet, justement. Elle a gardé de Mérimée la logique dans la passion, la concision du trait, l'implacable rigueur. Elle a surtout ce qui est propre au pays chaud, la sécheresse de l'air, la limpidezza de l'air. Là, sous tous les rapports, le climat change. Là parle une autre sensualité, une autre sensibilité, une autre gaieté sereine. Cette musique est gaie, mais pas d'une gaieté française ou allemande, sa gaieté est africaine. L'aveugle destin pèse sur elle, son bonheur est bref, soudain, sans merci. L'expression sa gaieté est africaine est une des choses les plus belles qu'on ait jamais dites sur Carmen, je pense. Au-delà des espagnolades et de l'exotisme qui régnait en France, exotisme que Bizet a surmonté, parce qu'il a, c'est pas le moment de rentrer dans le détail de l'écriture de Bizet elle-même, mais Bizet évite les écueils de l'espagnolade, de l'exotisme qui régnait à son époque, un peu l'équivalent des turqueries au XVIIIe siècle. Bizet a une écriture extrêmement limpide, cette limpidezza. Et à la fois par la musique et par le livret, Nietzsche fait l'expérience de Carmen très exactement comme de cette joie tragique. C'est-à-dire que Carmen est une tragédie, il n'y a pas de lieto fine, pas de happy end, pas de fin joyeuse. Et Nietzsche admire beaucoup cette dernière phrase de Don José, une fois qu'il a tué Carmen, puisqu'elle ne l'aime plus. C'est moi qui l'ai tuée, ma Carmen adorée. C'est moi qui l'ai tuée, je l'adore. Typiquement, c'est ça la grande ambition de Nietzsche avec ses ennemis, c'est-à-dire porter un coup fatal à ce qui a été le plus cher. Nietzsche s'était plaint en participant au Festival Bayreuth que la musique de Wagner était beaucoup trop longue, que ça lui avait épuisé les nerfs et les yeux. Et il dit, dans le même cas Wagner, qu'il a écouté 5 heures de la musique de Bizet. À l'époque, il n'y avait aucune coupure, et qu'il avait absolument bien résisté. Et ce critère de la résistance physiologique sera toujours essentiel pour Nietzsche dans son appréhension de la musique et du reste. Mon corps supporte-t-il ? Merci Dorian Astor. On pourrait rester quelques heures à écouter Carmen et à parler de Nietzsche avec vous. Je rappelle que vous êtes philosophe, ça les auditeurs l'auront compris. Ancien contre-ténor, les auditeurs le savent moins. Et pourtant ça s'entend d'une certaine manière. Vous êtes également l'auteur d'une biographie à paraître, je le signale, chez Gallimard, on espère en octobre, une biographie de Lou Andrea Salomé. Et peut-être plus tard d'une biographie de Nietzsche. On verra. Demain, les Nouveaux Chemins de la Connaissance recevront Olivier Ponton, qui enseigne la philosophie en lycée à l'Université de Lyon 3 et qui parlera de l'éternel retour, le paragraphe 341 du Gai Savoir de Nietzsche. Et Olivier Ponton, qui est notamment l'auteur de Nietzsche, une philosophie de la légèreté aux éditions Walter de Gruyter. À la technique, c'était Michel Mestre, qui n'a toujours pas retrouvé son stylo. On est inquiet. À la réalisation, Ghislaine David.
Assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. Et sous les mesures de Bizet, sur France Culture, il est 20h. Et tout de suite, on retrouve À Voix Nue.